Compte à rebours 71. C'était l'heure du one-man show. Richards mit la caméra en marche, puis lui tourna le dos, lui présentant ses fesses, et se mit à fredonner l'air du générique de la grande traque. Il s'était toujours considéré comme un homme peu démonstratif, guère enclin à la plaisanterie. La caméra et la perspective d'une mort prochaine avaient révélé en lui un comédien doté d'un indubitable sens de l'humour. Lorsque la cassette s'éjecta, il décida d'attendre l'après-midi pour enregistrer la seconde. Il trouverait peut-être quelque chose de moins assommant que cette chambre solitaire. Après s'être habillé, il alla regarder par la fenêtre. Jeudi matin, la circulation était dense dans Huntington Avenue. Les deux trottoirs étaient pleins de piétons, la plupart avançaient lentement. Quelques-uns s'attardaient, mais pas trop longtemps, devant des affiches proclamant en lettres d'un jaune éclatant « Emploi ». À chaque coin de rue se tenait un flic qui faisait tournoyer son aiguillon, l'air de dire « Circulez, circulez, vous n'avez rien à faire ici ». Les gens comprenaient le message et évitaient de s'attarder. Mal aux pieds ou pas, il fallait continuer à marcher. Richards se demanda s'il pouvait risquer d'aller prendre une douche. Après mûre réflexion, il décida de tenter le coup. Une serviette sur l'épaule, il gagna les toilettes sans rencontrer personne. L'odeur avait de quoi faire tourner l'œil. Un mélange d'urine, de merde, de vomi et de désinfectant. Bien sûr, les portes des WC avaient toujours été arrachées. Au-dessus de la rangée d'urinoirs, quelques-uns avaient marqué en lettres de 30 cm de haut « À bas le réseau ». La façon dont les caractères étaient tracés reflétait fidèlement sa rage et sa frustration. Dans un des urinoirs, il y avait un gros tas d'excréments sur lequel se promenaient quelques mouches paresseuses. En voilà un qui devait être complètement bourré, pensa Richards. Il n'était même pas dégoûté, mais content d'avoir pensé à mettre ses chaussures. Il se retrouva seul dans la salle de douche, au carrelage craquelé et aux tuyauteries couvertes d'une épaisse couche de rouille. Il ouvrit le robinet marqué « chaud » au maximum et patienta 5 minutes avant d'obtenir un jet d'eau tiède. Il se lava rapidement avec un bout de savon trouvé par terre. La direction avait dû oublier d'en mettre dans les chambres, ou bien la soubrette avait filé avec. Alors qu'il regagnait sa chambre, un homme affligé d'un bec de lièvre lui donna un prospectus. Richards s'assit sur le lit et alluma une cigarette. Il avait faim, mais ne voulait pas sortir avant la nuit. L'ennui le poussa de nouveau vers la fenêtre. Il compta les marques de voitures, Ford, Chevrolet, Volkswagen, Plymouth, Studebaker. Puis il compta le nombre de voitures de chaque marque. La première, qui arrive à 100, est proclamée gagnante. C'était un jeu stupide, mais c'était mieux que rien. En haut de Huntington Avenue se trouvait la Northeastern University. Juste en face de IMCA, il y avait une grande librairie automatisée. Tout en comptant les voitures, il observa les étudiants, qui étaient nombreux dans la foule. Ils avaient les cheveux plus courts que les autres gens, et portaient presque tous des pulls à carreaux. Ça devait être en vogue dans les campus cette année. Leur assurance teintée de supériorité fit venir un sourire amer aux lèvres de Richards. Dans les parkings, limités à 5 minutes, situés devant la librairie, les voitures de sport, souvent de flamboyants modèles étrangers, se succédaient sans relâche. Beaucoup avaient des autocollants sur la lunette arrière. Northeastern University, MIT, Boston College, Harvard. La plupart des passants ordinaires ne prenaient pas garde aux luxueuses voitures. Quelques-uns les lorgnaient avec envie. Juste devant l'entrée de la librairie, une Chevrolet fut remplacée par une Ford à la carrosserie surbaissée qui attendait la place. Le conducteur, un type aux cheveux coupés en brosse, qui fumait un long cigare, mit au point mort pendant que son passager descendait. Un gars rablé, vêtu d'une veste de chasse marron et blanc. Il entra dans la librairie. Ses mouvements étaient souples et rapides. Richards soupira. Pas très amusant de compter les voitures. Les Ford arrivaient en tête par 78 à 40 pour leurs meilleurs concurrents. Le score final était aussi prévisible que celui des prochaines élections. On frappa à la porte. Richards se raidit comme frappé par la foudre. « Frankie, tu es là, Frankie ?» C'était une voix de femme. Le cœur battant, Richards retint son souffle. « Oh, va te faire foutre, Frankie !» suivi d'un ricanement d'ivrogne, puis des bruits de pas. La créature frappa à la porte voisine. « Frankie, tu es là ?» Richards osa enfin respirer, mais il avait toujours une boule douloureuse dans la gorge. Une autre Ford prit la place de la précédente, 79. Le temps passait lentement. 1 heure de l'après-midi. Il le savait grâce au carillon de diverses horloges. Curieusement, l'homme qui luttait contre la montre n'avait pas de montre. Il jouait maintenant à une variante du même jeu. Les Ford comptaient pour 2 points.
les Studebaker pour 3 et les Chevrolet pour 4. Le premier qui totalise 500 points gagne. Un petit quart d'heure plus tard, il revit le mec en veste de chasse blanc et marron. Adossé à un lampadaire, il regardait une affiche de concert. Il ne bougeait pas, mais le policier, posté à proximité, ne lui accordait même pas un regard. « Tu as la cervelle ramollie, mon petit, tu vas finir par les voir à tous les coins de rue. » Une Chevrolet avec un pare-choc tout bosselé, une Ford jaune, une vieille Stud avec son cylindre d'air comprimé sur le toit, une Volkswagen, ça ne compte pas, elles ne font pas partie du peloton de tête. Encore une Chevrolet, une Stud. Un homme fumant un long cigare attendait nonchalamment à l'arrêt de bus situé à gauche de la librairie. Il était le seul à attendre. Et pour cause, un bus venait juste de passer. À force d'observer la circulation, Richards savait qu'il n'y en aurait pas d'autre avant une demi-heure. Richards sentit ses testicules se glacer. Un vieil homme portant un raglan noir élimé traversa prudemment la rue et se posta devant le bâtiment, les mains dans les poches. Deux types, en pulls écossais, descendirent d'un taxi en parlant avec animation et se mirent à étudier le menu du restaurant Stockholm. Un flic s'approcha de l'homme qui attendait à l'arrêt de bus, échangea quelques mots avec lui, puis repartit. Richards remarqua avec une terreur qui n'osait pas encore dire son nom que les mêmes personnes, marchant plus lentement que les autres, revenaient souvent dans la foule. Leurs vêtements, leur attitude semblaient vaguement familiers, comme les voix lointaines des morts dans les rêves. Il y avait également davantage de policiers. Ils sont en train de me cerner, pensa-t-il, se sentant effroyablement impuissant, comme un lapin le jour de l'ouverture de la chasse. Non, se corrigea-t-il, ils m'ont déjà cerné. Compte à rebours, 70. Richards sortit de la chambre et gagna rapidement les toilettes, ignorant sa terreur, comme un homme qui longe un précipice ignore son vertige. Avant tout, garder la tête froide, s'il cédait à la panique, il était fichu. Dans la douche, une voix éraillée chantait, abominablement faux, une chanson à la mode. Ailleurs, il n'y avait personne. L'idée lui était venue tout naturellement, alors qu'il les regardait s'assembler avec une sinistre désinvolture. S'il n'y avait pas pensé, il serait sans doute toujours à la fenêtre, pareil à Aladdin, regardant la fumée de la lampe prendre peu à peu la forme d'un djinn omnipotent. Quand il était gosse, il avait utilisé ce truc avec des copains pour aller dans les sous-sols des immeubles. Ils y récupéraient des vieux journaux que Molly leur achetait 5 cents le kilo. D'un geste sec, il arracha un des porte-savons en fil de fer fixé au-dessus des lavabos. Il était un peu rouillé, mais c'était sans importance. Il sortit dans le couloir et alla droit vers l'ascenseur, tout en redressant une section du fil de fer. Il appuya sur le bouton. L'ascenseur mit une éternité à arriver, mais il était vide. Dieu merci, il était vide. Après s'être assuré qu'il n'y avait personne dans le couloir, il entra dans la cabine. À côté du bouton marqué sous-sol, il y avait une fente. Le concierge et le gardien possédaient une carte électronique spéciale qui permettait de déclencher ce bouton. Et si ça ne marche pas ? Oh, t'occupe pas de ça maintenant, essaye et tu verras bien. Se raidissant, une décharge électrique n'était pas exclue, il enfonça le fil de fer dans la fente le plus profondément possible et appuya simultanément sur le bouton. Il y eut un grésillement rageur et Richards sentit une petite secousse dans le bras. Puis, pendant un bon moment, rien d'autre. Finalement, la porte se ferma et l'ascenseur se mit laborieusement en marche, tandis qu'un mince filet de fumée bleuâtre sortait de la fente. Adossé au fond de l'ascenseur, Richards regarda les chiffres défiler sur le petit panneau lumineux. 4, 3, 2, 1, rez-de-chaussée. L'ascenseur hésita, comme s'il allait s'arrêter, puis, estimant peut-être qu'il avait assez fait peur à Richards, continua à descendre avec un grincement de poulie mal huilé. 20 secondes après, la porte s'ouvrit, et Richards pénétra dans le vaste sous-sol sombre et humide. Il tendit l'oreille. Un bruit d'eau qui goutte, un rat qui détale furtivement, rien d'autre, pour le moment. Compte à rebours, 69. De gros tuyaux couverts de toiles d'araignée couraient en tous sens au plafond. Lorsque la chaudière se mit brusquement en marche, il faillit pousser un cri de terreur. La décharge d'adrénaline le fit se plier en deux de douleur. Ici aussi, il y avait des vieux journaux, plein de gros paquets maintenus par une ficelle, entre lesquels les rats avaient fait leur nid. Il devait y en avoir des milliers. Des familles entières regardaient l'intrus de leurs petits yeux rougeâtres. Il s'avança sur le sol de ciment, prenant garde à ne pas mettre les pieds n'importe où. Arrivé à peu près au centre de la cave, il s'arrêta pour examiner les lieux.
Un peu plus loin, une grosse boîte à fusibles était fixée à un poteau en béton. Au pied de celui-ci étaient posés quelques vieux outils. Il prit une barre à mine et continua à avancer, les yeux fixés au sol. Tout au fond, et sur sa gauche, il aperçut enfin ce qu'il cherchait, le regard conduisant aux égouts. Il s'en approcha, tout en se demandant si les autres savaient déjà qu'il était ici. Le regard était couvert d'une lourde grille en fonte. En faisant levier avec la barre, il parvint à la soulever. Maintenant la barre avec le pied, il empoigna le rebord de la grille des deux mains et réussit à la pousser de côté. Elle retomba sur le ciment avec un bruit faisant détaler des rats de tous côtés. Le tuyau de fonte descendait à un angle de 45 degrés. Sa section ne devait pas être supérieure à 75 centimètres. Richard sentit un affreux sentiment de claustrophobie l'envahir, tout juste assez large pour s'y glisser. Il se sentait déjà étouffé, mais il n'avait pas le choix. S'arc-boutant de toutes ses forces, il remit la grille sur le bord de l'orifice, de façon à pouvoir la saisir quand il serait à l'intérieur. Ensuite, il retourna au pilier où se trouvait la boîte à fusibles. Il commençait à retirer ces derniers lorsqu'une autre idée lui vint. Il alla vers les paquets de journaux jaunis, entassés sur toute la longueur du mur où arrivait l'ascenseur. Il trouva la pochette d'allumettes toute racornie, avec laquelle il avait allumé ses cigarettes. Il en restait 3. Il arracha 2 feuilles de journal et les enroula en cornet. Un courant d'air éteignit aussitôt la première allumette. La seconde échappa à ses doigts tremblants et tomba sur le sol humide. Il réussit à allumer la 3e et enflamma la torche de papier. Lorsque la flamme jaune et fumante eut une vingtaine de centimètres de haut, il posa précautionneusement la torche entre 2 tas de journaux. Le réservoir de fioul du chauffage central était à quelques pas. Avec un peu de chance, il exploserait. Il retourna en courant à la boîte à fusibles et se mit à les arracher. Il était presque arrivé au bout lorsque la lumière s'éteignit dans le sous-sol. Il gagna à tâtons le regard, se guidant à la lumière dansante de l'incendie qui s'étendait lentement. Il s'assit sur le bord, les pieds ballants, puis se laissa glisser à l'intérieur en se retenant à la grille. Lorsqu'il fut assez bas, il cala ses genoux contre la paroi et s'efforça de remettre la grille en place. Dans cet espace exigu, cela lui demanda un effort gigantesque, mais il arriva finalement au bout de ses peines. La grille retomba avec un bruit sourd qui se répercuta dans les canalisations. La lumière de l'incendie, de plus en plus vive, projetait des ombres fantomatiques. Une odeur de fumée commençait à remplir l'air. Les épaules, la nuque et les mains endolories, il se laissa glisser plus bas, aidé par la boue visqueuse qui recouvrait le tuyau. Au bout de 3 à 4 mètres, ses pieds touchèrent le fond. Il avait atteint l'endroit où la canalisation devenait horizontale, mais le coude était si raide et si étroit qu'il paraissait impossible de passer. L'affreuse claustrophobie s'empara de nouveau de lui. Prisonnier, balbutiait son esprit. Prisonnier dans cet immonde tuyau. Prisonnier, prisonnier. Mais il se reprit énergiquement en main. Allons, calme-toi. C'est horrible, je sais. Tous les poncifs du roman d'épouvante y sont, mais il faut rester calme, très très calme. Si on reste coincé ici sans pouvoir descendre ni remonter, et que ce foutu réservoir explose, on va se faire rôtir. Lentement, il commença à se retourner pour se mettre à plat ventre dans le tuyau incliné. Il faisait très clair maintenant, et l'air devenait de plus en plus chaud. En repliant les genoux, il parvint à glisser ses jambes et ses cuisses dans la section horizontale du tuyau, mais ça ne suffisait pas, ses fesses restaient bloquées. Derrière le crépitement des flammes, il crut entendre des voix crier des ordres. Peut-être était-ce son imagination enfiévrée. Le mieux était de ne pas en tenir compte. Par petites secousses successives, il réussit à gagner un peu de terrain. Péniblement, il dégagea ses bras et les leva au-dessus de sa tête, mais ils avaient peu de prise sur la surface gluante. Cela lui permit de gagner encore quelques centimètres. Sur le point de perdre courage, peut-être était-ce réellement trop étroit, il fit un ultime effort, crispant douloureusement tous ses muscles. Soudain, ses fesses et ses hanches franchirent l'obstacle, comme un bouchon de champagne expulsé de l'étroit goulot. Au prix de quelques bleus et égratignures, ses épaules passèrent aussi, et il se retrouva dans le tuyau horizontal. Il s'immobilisa un moment, haletant, les mains et le visage couverts de boue et de crottes de rats. La partie horizontale semblait encore plus étroite. À chaque respiration, son torse et ses épaules touchaient la paroi. Dieu merci, je suis sous-alimenté. À reculons, il commença à ramper dans les ténèbres inconnues. Compte à rebours 68.
Lentement, méthodiquement, se reposant toutes les minutes, il avança, ou plutôt recula, d'une cinquantaine de mètres dans l'étroit boyau, aussi aveugle qu'une taupe. Sa pénible réputation fut soudain interrompue par un fracas assourdissant, accompagné d'un éclair jaune et suivi d'un souffle d'air chaud et puant qui s'engouffra en grondant dans le conduit. Le réservoir de fioul avait explosé. Le visage couvert de sueur, Richards redoubla d'efforts. Il n'avait aucune envie d'étouffer ou de frire ici, au choix. Conduisant la chaleur comme la queue d'une poêle, les parois du tuyau devenaient de plus en plus chaudes. L'air épais avait une écœurante odeur de pétrole. S'aidant des coudes et des genoux, il continua à avancer comme un crabe, sans même savoir ce qu'il y avait derrière lui. Il commençait à avoir mal à la tête et sentait comme des coups de poignard dans les yeux. Poussé par l'énergie du désespoir, il ne s'accordait pas un instant de répit. Soudain, ses pieds se retrouvèrent dans le vide. Il essaya de regarder par-dessus son épaule, mais il faisait trop sombre pour y voir quoi que ce soit. De toute façon, il n'avait pas le choix. Il avança encore un peu, puis plia les genoux et étouffa un cri de surprise lorsque ses pieds s'enfoncèrent dans une eau qui lui parut glaciale après la chaleur du tuyau. Le nouveau conduit était beaucoup plus large. Richards pouvait presque s'y tenir debout. L'eau épaisse et puante coulait paresseusement. Elle n'arrivait pas plus haut que ses chevilles. Il regarda dans le tuyau d'où il venait. Même d'ici, on distinguait une lueur orangée. L'incendie devait être gigantesque. Il fit un rapide bilan de la situation et parvint à regret à la conclusion que les autres continueraient à agir comme s'ils n'avaient pas brûlé vif dans le sous-sol. Il était toutefois probable qu'ils ne découvriraient pas l'itinéraire qu'il avait suivi tant que l'incendie ne serait pas maîtrisé. Probable, mais pas certain. Après tout, ils avaient bien retrouvé sa trace à Boston. Peut-être pas. Après tout, qu'as-tu réellement vu? Oh si, c'était eux, les chasseurs. Leur aura maléfique ne trompait pas. Il l'avait nettement perçu de la fenêtre du 5e étage. Un rat passa en nageant. Richards le suivit dans la direction où l'eau s'écoulait. Compte à rebours 67. Richards s'arrêta au pied de l'échelle, stupéfait de voir de la lumière. Aucun bruit de circulation, heureusement, mais il ne comprenait pas qu'il fît encore jour. Dans le noir, n'entendant que le clapotis de l'eau, il avait l'impression d'avoir marché pendant des heures et des heures. Pourtant, un ray de lumière encore vive venait du couvercle de la bouche d'égout, à 4 ou 5 mètres au-dessus de lui, projetant un étroit rectangle de clarté sur son visage. En levant la tête, il aurait pu voir le ciel. Il n'entendit passer aucun air-car. De temps à autre, un véhicule terrestre, une fois aussi une dizaine de Honda passèrent en rugissant. Plus par chance que par quelque miraculeux sens de l'orientation, il se retrouvait probablement dans les quartiers populaires, parmi les siens. Il était tout de même préférable d'attendre la nuit. Pour passer le temps, Richards sortit la caméra de la poche de sa veste, inséra une cassette et filma son torse en gros plan. Il savait que la caméra hypersensible réagissait à la moindre lumière et voulait éviter de trahir le lieu où il se trouvait. Pas de gag cette fois, il était trop fatigué. Richards rangea la cassette avec celle qu'il avait enregistrée au IMCA. Il était presque certain qu'il retrouvait sa trace grâce aux cassettes, malgré toutes les assurances données par les pontes du Libertel. Il devait y avoir un moyen d'éviter ça. Il fallait y réfléchir sérieusement. Il s'assit sur le 3e barreau de l'échelle et attendit stoïquement. Il courait depuis près de 30 heures. Compte à rebours 66. À demi caché par l'angle d'une maison, le gosse, un petit noir de 7 ans, observait les environs, une cigarette aux lèvres. Dans la rue vide et immobile, il avait soudain vu un mouvement, une ombre changeant de place. De nouveau ce mouvement. Le couvercle de la bouche d'égout, il le vit se soulever, puis retomber de côté avec un bruit sourd. Quelque chose brilla. Des yeux? Quelqu'un, si c'était vraiment un être humain, sortait des égouts. Peut-être le diable, qui venait chercher Cassie. Sa maman disait que Cassie allait monter au ciel avec Dicky et les autres anges. Mais le petit noir n'en croyait pas un mot. Il savait qu'après la mort, on allait en enfer, et que le diable vous piquait le derrière avec une grande fourche. Il avait vu une image du diable dans un livre que Bradley avait fauché à la bibliothèque municipale de Boston. Le ciel, c'était pour les types qui se droguaient au push. Ça pourrait bien être le diable, se dit-il, en voyant Richards sortir la tête et les épaules, puis rester un moment accoudé pour reprendre son souffle. Il n'avait pas de cornes et n'était pas tout rouge comme dans le livre, mais il n'avait pas l'air rassurant. L'être remit le couvercle en place, et, mince alors,
Il se mit à courir dans sa direction. Le gamin prit ses jambes à son cou et s'étala au bout de 2 pas. Il se relevait le plus vite possible, perdant une partie du contenu de ses poches, lorsque le diable l'empoigna par le col de sa chemise. « Pas avec la fourche !» cria le gamin d'une voix étranglée. « Ne me piquez pas avec la fourche !»« Chut, veux-tu te taire ?» Le diable le secoua vivement, et le gamin se tut, claquant des dents. Le diable regarda autour de lui. Ses yeux agrandis par la peur lui donnaient une expression comique. Il lui rappelait les personnages si marrants de nager avec les crocodiles. S'il n'avait pas eu lui-même si peur, il aurait éclaté de rire. « Vous êtes pas le diable ?» murmura l'enfant. « Peut-être pas, » répondit l'homme. « Mais si tu cries encore, tu verras que je peux devenir très méchant. »« Je crierai pas, » protesta le gamin avec mépris. « Pour qui vous me prenez ? J'ai pas envie de me faire couper les couilles, moi. Je suis même pas assez grand pour bander. »« Tu connais un endroit tranquille où on pourrait aller ? » demanda l'homme. « Mais ne me tuez pas, hein. J'ai rien à voler, rien du tout. » Le gosse lui lança un regard effrayé. « Oh, je ne vais pas te tuer, » dit l'homme. Le tenant par la main, le petit noir l'entraîna dans un dédale de ruelles et d'allées jonchées de débris divers. Ils arrivèrent à une cabane en briques et en planches, adossée au soubassement d'un misérable immeuble locatif. Le seuil était si bas que Richards se cogna le front en entrant. Le gamin tendit aussitôt un bout de tissu noir devant l'ouverture, et un moment plus tard, une lumière jaunâtre perça l'obscurité. Le gosse avait branché une petite ampoule électrique sur un vieil accumulateur tout craquelé. « C'est moi qui l'ai fabriqué, » annonça le gamin avec fierté. « Bradley, il m'a montré comment le réparer, et il a des livres. Et je vous conseille de pas me tuer, Bradley est avec les éventreurs. Si vous me tuez, il vous fera chier dans vos godasses et vous forcera à le manger. »« Mais je ne tue personne, » dit Richards. « En tout cas, pas les petits garçons. »« Mais je ne suis pas un petit garçon, j'ai réparé la batterie tout seul. » Devant l'expression outrée du gamin, Richards ne put s'empêcher de sourire. « D'accord, d'accord, fit-il. Comment t'appelles-tu ? » Stacey. Bien, Stacey. Écoute-moi, je suis en cavale. Tu me crois ? Oh, il y a des chances. Vous n'êtes pas sorti des égouts pour acheter des cartes postales cochons, pour sûr. Il regarda Richards d'un air songeur. Vous seriez pas un mex, par hasard ? Difficile à dire avec toute cette crasse. Écoute, Stacey, je... Mais Richards s'interrompit. Lorsqu'il reprit la parole, il semblait se parler à lui-même. « Il faut bien que je fasse confiance à quelqu'un, et voilà que je tombe sur un môme. Un môme. Tu ne dois même pas avoir 6 ans, pas vrai ?» Le petit noir se rebiffa aussitôt. « Je vais avoir 8 ans en mai. » Et il ajouta. « Ma sœur Cassie a le cancer, elle crie beaucoup. C'est pour ça que j'aime mieux venir ici. Vous voulez un joint, monsieur ?»« Non, » répondit l'homme. « Et tu ne devrais pas en fumer non plus. Est-ce que tu veux gagner 2 $, Stacey ?»« Et comment ?» fit le môme. Son regard se fit méfiant. « Mais vous vous moquez de moi. On sort pas des égouts avec des dollars plein les poches. » Richard sortit un billet d'un nouveau dollar et le lui donna. Le gosse le regarda avec une stupéfaction mêlée d'épouvante. « Tu en auras un autre si tu vas chercher ton frère, » dit l'homme. « Je te le donnerai en cachette pour qu'il ne le voie pas. Et n'amène personne d'autre, rien que Bradley. »« Mais essayez pas de le tuer, hein, » fit le môme, « parce que il vous fera chier. »« Dans mes godasses, oui, je sais, » dit l'homme. « Allez, cours vite le chercher, et attends qu'il soit seul. »« 3 $, dit l'enfant. « Non. »« Oh si, il m'en faut 3, insista-t-il. « Pour 3 $, je peux acheter aux drogues un médicament pour ma sœur. Avec ça, elle crie un peu moins. » Le visage de l'homme fit soudain un drôle de mouvement, comme si quelqu'un que Stacey ne pouvait pas voir lui avait flanqué un coup de poing au menton. « Bon d'accord, 3 $. »« Nouveau dollar, insista le gamin. « Mais oui, nom d'un chien, oui. Mais si tu amènes les flics, tu n'auras rien du tout. » Le gosse, qui était déjà à moitié dehors, se retourna. « Bon, si vous croyez ça, vous êtes bien con. Je peux pas les voir, ces sales poulets. Ils me font encore plus peur que le diable. » Le rideau retomba sur ce gosse de 7 ans qui tenait la vie de Richards entre ses mains crasseuses et abîmées. Mais Richards était trop fatigué pour avoir réellement peur. Il éteignit la lampe, s'adossa au mur du fond et se mit à somnoler. Compte à rebours 65. Il faisait un rêve confus, dans un lieu sans lumière, empli de bruits sinistres. Le rêve se transforma soudain en cauchemar lorsqu'un énorme chien policier, véritable bombe organique, se jeta soudain sur lui. La peur le réveilla. Il revint complètement à la réalité en entendant la voix de Stacey. «
S'il a cassé ma lampe, je vais. Un chut impérieux le fit taire. Au moment même où le rideau se soulevait, Richards ralluma la lampe. Stacey et un autre noir lui faisaient face. Le nouveau venu pouvait avoir dans les 18 ans. Il portait un blouson de motard. Il regardait Richards avec un mélange de haine et d'intérêt. Un couteau à cran d'arrêt apparut dans sa main. « Si vous avez une arme, lâchez-la !»« Je ne suis pas armé, » dit Richards. « Je ne te crois pas, » répondit Bradley. « Tu vas... » Mais il s'interrompit soudain en ouvrant de gros yeux. « Merde alors! Vous êtes le gars qu'on a vu au Libertel? C'est vous qui avez fait sauter le IMCA de Huntington Avenue. Ils ont dit que vous aviez fait cramer 5 flics. Ça veut dire qu'il y en avait au moins 15. »« Moi, je l'ai vu sortir de la bouche d'égout, » intervint Stacey, faisant l'important. « J'ai tout de suite vu que c'était pas le diable. Il a dit qu'il était en cavale. Tu vas le suriner, Brad ?»« Oh, tais-toi et laisse les hommes causer, » répondit son frère. Bradley entra complètement et s'assit face à Richards sur un cajot retourné. En baissant les yeux, il s'aperçut qu'il tenait toujours le couteau à la main et parut surpris de le voir. Il le referma et l'empocha, puis regarda longuement Richards. « Ben, mon gars, dit-il enfin, on peut dire que t'es l'homme le plus recherché de la planète. »« Oh, pas de doute, approuva Richards. »« Et qu'est-ce que tu comptes faire ?» demanda Bradley. « Aucune idée, dit Richards, mais il faut que je sorte de Boston. » Bradley réfléchit un moment en silence. « Viens à la maison avec Stacey, on pourra causer mieux qu'ici, c'est trop public. »« D'accord, dit Richards, trop là pour se soucier des conséquences. »« On va y aller par derrière, reprit Bradley. Les flics sont de sortie ce soir, et maintenant je sais pourquoi. Suivez-moi tous les deux. » Dès que Bradley fut sorti, Stacey envoya un bon coup de pied à Richards. Il le regarda sans comprendre, puis se souvint. Il glissa 3 nouveaux dollars au gamin, qui les fit aussitôt disparaître dans ses vêtements. Compte à rebours 64. La femme paraissait incroyablement vieille. Elle portait une robe de chambre en cotonnade à fleurs. Par une large déchirure sous le bras, l'on voyait un sein pendant et flétri se balancer, tandis qu'elle préparait le repas à acheter avec les nouveaux dollars de Richards. Ses doigts tachés de nicotine ne cessaient d'éplucher, d'émincer, de couper en dés. Ses pieds, tout aplatis par une vie de station debout, flottaient dans de vastes pantoufles en nylon rose vif. Ses cheveux crépus formaient une pyramide branlante, enserrée d'un filet qui lui retombait sur la nuque. Son visage, plus gris que noir, était parcouru d'un fantastique réseau de rides et de ridules. Sa bouche édentée tirait sans relâche sur une cigarette et rejetait de petits nuages de fumée bleutée, dont l'odeur âcre se mêlait à des relents de choux bouillis. Dans la chambre du fond, Cassie toussait et criait, puis restait quelques moments silencieuse. Avec un mélange de colère et de honte, Bradley avait dit à Richards de ne pas faire attention à elle. Ses 2 poumons étaient atteints par le cancer, qui gagnait maintenant sa gorge et ses organes abdominaux. Elle avait 5 ans. Stacey était ressorti. Pendant qu'il discutait avec Bradley, un parfum intolérablement délicieux de viande, de légumes et de tomates mijotant ensemble chassa peu à peu l'odeur du chou et fit prendre conscience à Bradley qu'il mourait de faim. « Je pourrais te dénoncer, mon gars. Je pourrais te tuer et te piquer ce tas de fric, puis leur remettre le corps. Ça ferait 1000 dollars de plus, et à moi la belle vie. »« Je ne crois pas que tu me dénonceras, dit Richards. Je sais que t'en es incapable. »« Hein ? Et pourquoi t'as fait ça de toute façon ? Demanda Bradley belliqueusement. Pourquoi tu t'es mis entre leurs pattes ? C'est pour le fric ? Moi aussi j'ai une petite fille, répondit Richards. Elle s'appelle Cathy. Elle est plus jeune que Cassie. Elle a une pneumonie et elle pleure tout le temps, elle aussi. Bradley ne fit aucun commentaire. Elle pourrait guérir, reprit Richards. Pas comme la petite Cassie là-bas. La pneumonie c'est grave, mais ça se soigne. À condition de pouvoir payer un docteur et des médicaments. Et c'était le seul moyen de trouver de l'argent. C'est tout de même toi qui te fais avoir dans l'histoire, dit Bradley. Tous les soirs à 6h30, la moitié de l'univers t'encule. Quant à ta fille, elle serait mieux à la place de Cassie, dans un monde pareil. Je ne crois pas, dit Richards. En tout cas, t'es encore plus cinglé que moi, reprit Bradley. Un jour, j'ai dérouillé un Richard. Après ça, il était bon pour le sto. Les flics m'ont poursuivi pendant des jours, mais t'es encore plus cinglé que moi. Il alluma une cigarette. Qui sait, tu tiendras peut-être le mois entier. 1 milliard de dollars, tu te rends compte ? Pour transporter ça, il te faudra un foutu train de marchandises. Ne dis pas de gros mots, dit la vieille femme en continuant à émincer des carottes.
T'as déjà tenu 2 jours entiers, continua Bradley. C'est bien parti pour toi. Non, le jeu est truqué, dit Richards. Tu te souviens de ces machins que j'ai donnés à Stacey pour qu'il aille les poster? Il faut que j'en envoie 2 chaque jour. Autrement, ma prime saute, et je suis sûr qu'il retrouve ma trace grâce au cachet de la poste. Ça peut s'arranger, dit Bradley. Comment? Oh, je t'expliquerai plus tard. Mais avant tout, faut que tu sortes de Boston, et ça va pas être facile. Les flics sont en foudrage depuis que t'as fait cramer leurs copains au IMCA. On l'a vu au Libertel. Et aussi quand tu t'étais mis un sac sur la tête. C'était fumant, ça. Eh, mens, ajouta-t-il. Quand est-ce qu'on mange? On crève la dalle. Ça vient, répondit la vieille femme. Elle mit un couvercle sur la cocotte où le ragoût mijotait doucement et gagna à pas lents la chambre de Cassie. Je pourrais peut-être essayer de trouver une bagnole, dit Richards. J'ai des faux papiers, mais je n'ose pas m'en servir. Je mettrai des lunettes noires et je verrai si j'arrive à sortir de la ville. J'avais pensé aller dans le Vermont, puis passer au Canada. Mouais, fit Bradley, en se levant pour mettre la table. Mais il y a des barrages sur toutes les routes. Et les lunettes noires, je te conseille pas, rien de tel pour attirer l'attention. Ils te réduiraient en chair à saucisse avant que t'aies fait 10 bornes. Alors je ne sais pas, dit Richards. Si je reste ici, ils vont t'arrêter pour complicité. Bradley commença à disposer les assiettes. Suppose qu'on dégote une voiture, dit le jeune homme. T'as du fric et je suis pas recherché. Je connais un macaroni qui me vendra une Wint pour 300. Un de mes copains pourra la conduire jusqu'à Manchester. Là-bas, ce sera cool, parce qu'il te croit coincé à Boston. Tu vas manger aussi, maman? Dieu soit loué, fit la femme. Elle revint de la chambre, entraînant les pieds. Ta sœur s'est endormie. Tant mieux, dit Bradley. Il servit 3 portions de ragoût au gambos et à la viande hachée, puis s'arrêta. Où est Stacey? Il a dit qu'il allait au drugstore, répondit la vieille femme, entre 2 bouchées de ragoût. Elle l'avalait à une vitesse prodigieuse, malgré sa mâchoire édentée. Il allait acheter des médicaments pour Cassie. S'il se fait arrêter, je lui casse la gueule, dit Bradley en s'asseyant. Oh, peu de chance, dit Richards. Il a de l'argent. Ouais, mais on n'a pas besoin de la charité d'un sudiste comme toi, dit Bradley. Tout en rajoutant du sel dans son assiette, Richards dit en riant. Oh, il l'a bien gagné, ce fric. Sans lui, il m'aurait sans doute déjà pincé. Pendant un long moment, tous mangèrent sans parler. Richards et Bradley se servirent 2 fois, la vieille femme 3 fois. Pendant qu'ils allumaient des cigarettes, une clé tourna dans la serrure, les faisant sursauter. Ils se détendirent en voyant entrer Stacey, qui paraissait à la fois coupable et tout excité. Il sortit d'un sac en papier marron un flacon qu'il tendit à la vieille femme. « C'est du bon, dit-il. Le vieux curry m'a demandé où j'avais trouvé 2,75 $ pour payer ça, et je lui ai dit qu'il pouvait chier dans ses godasses. Pas de gros mots, le coupa sa mère. Ou le diable va venir avec sa fourche. Allez, tiens, mange. Le gamin ouvrit de gros yeux. Youpi, y a de la viande! Et sans même s'asseoir, il se mit à enfourner sa portion de ragoût. Le pharmacien ne risque pas d'alerter la police? Demanda Richards. Curry? Non, dit Bradley. Du moment qu'on a de quoi payer, et il sait que Cassie a besoin de médicaments vraiment actifs. Pourquoi parlais-tu d'aller à Manchester? Demanda Richards. Ah ouais, reprit Bradley. Voilà ce que je pense. Le Vermont, c'est très mauvais, c'est plein de rupins et fliqués à mort. Un copain, Rich Goléon, pourra conduire la Wint à Manchester et la mettre dans un parking automatique. Après, je t'y emmènerai dans une autre tire. Il écrasa sa cigarette. Tu te mettras dans le coffre. Ils n'ont des chiens policiers que sur les petites routes. On prendra carrément la 495. Mais c'est pas dangereux pour toi? Demanda Richards. Mais je le ferai pas pour des prunes, dit Bradley. Faut bien soigner Cassie. Dieu soit loué, intervint la vieille femme. Mais c'est dangereux quand même, dit Richards. Mon frère, il a pas peur des cognes, dit Stacey, le regard brillant de fierté. Ah, tais-toi, Minus, dit Bradley. C'est haut comme 3 pommes et ça se branle même pas encore, mais ça a toujours son mot à dire. S'ils nous repèrent, insista Richards, ils te mettront à l'ombre pour longtemps. Et qui s'occupera du gosse? Oh, Stacey et Mam s'en tireront, te fais pas d'huile, répondit Bradley. Comme il se défonce pas, il se débrouillera toujours. Hein, tu te drogues pas, dis. Stacey secoua énergiquement la tête. Il sait que si je trouve des traces de piqûres sur ses bras, je lui passerai un savon dont il se souviendra longtemps. Hein, pas vrai, Stas? Le gosse inclina gravement la tête. De toute façon, on a besoin du fric. Et puis, je suis assez grand pour savoir ce que je fais.
Richards termina sa cigarette en silence, pendant que Bradley allait porter le médicament à Cassie. Compte à rebours, 63. Lorsqu'il se réveilla, il faisait encore nuit. Selon son horloge interne, il devait être dans les 4h30. Cassie s'était mise à crier et Bradley s'était levé. Ils dormaient tous trois dans une petite chambre pleine de courants d'air. Bradley dans l'unique lit étroit, Richards et Stacey par terre. La vieille femme dormait avec la petite malade. Richards entendit Bradley sortir de l'autre chambre, puis le bruit d'une cuillère tombant dans l'évier. Les cris de Cassie s'espacèrent, se changèrent en gémissements. Richards sentait que Bradley attendait, immobile dans la cuisine, qu'elle se calme complètement. Puis peu après, il revint, lâcha un paix et s'allongea sur le lit grinçant. « Bradley » demanda Richards. « Quoi ?»« Stacey dit que la petite n'a que 5 ans, c'est vrai ?»« Oui. »« Une môme de 5 ans qui meurt d'un cancer du poumon ? De leucémie peut-être, mais attraper ça à cet âge ?» Bradley eut un ricanement amer. « Tu es de Harding, n'est-ce pas ? Quel est le degré de pollution atmosphérique là-bas ?» Bradley s'exprimait soudain dans une langue si correcte, sans accent ni argotisme, que c'en était irréel. « Aucune idée, » répondit Richards. « Ça fait des années qu'ils ne le donnent plus avec le bulletin météo. »« À Boston non plus, » répondit Bradley. « Ils ne le donnent plus depuis 2020. Ils ont trop peur. Est-ce que tu portes un filtre nasal ?»« Tu veux rire ? Même en solde, ça coûte au moins $200, » répondit Richards. « Je n'ai pas vu autant d'argent de toute l'année. Et toi ?»« Moi non plus, » dit Bradley. Et il se tut un moment. « Stacey, lui, en a un. C'est moi qui l'ai fabriqué. Man, Rich Goléon et quelques autres copains en ont aussi. »« Tu te fiches de moi ?» dit Richards. « Non, pas du tout. » Et il se tut de nouveau, se demandant manifestement s'il n'en avait pas déjà trop dit. Puis il se décida, mais les mots venaient avec difficulté. « On a lu, nous, » dit Bradley. « Le Libertel, c'est pour les crétins. » Richards répondit par un grognement affirmatif. « Notre bande, tu sais, » précisa Bradley. « La plupart sont juste des motards qui veulent s'éclater le samedi soir, mais avec quelques copains, nous allons régulièrement à la bibliothèque. »« On peut y aller sans carte, à Boston ?» demanda Richards. « Oh, évidemment pas, » répondit Bradley. « Pour obtenir une carte, il faut qu'un membre de votre famille ait un revenu annuel garanti d'au moins $5000. On a piqué la carte d'un gosse de riche et on y va à tour de rôle. On a un complet correct qu'on se repasse. Et rigole pas, ou je me fâche. »« Mais je ne ris pas, » dit Richards. « Au début, » reprit Bradley, « on ne lisait que des livres sur le sexe. Et puis, quand Cassie est tombée malade, je me suis intéressé à la pollution. Dans la réserve, ils ont tous les livres sur la pollution atmosphérique, sur les divers polluants et sur les moyens de s'en protéger. On a fait faire une clé à l'aide d'une empreinte en cire. Est-ce que tu savais qu'à Tokyo, tout le monde porte un filtre depuis 2012 ?»« Non, » répondit Richards. « Eh ben, Rich et Dink Mohan ont fabriqué un détecteur de pollution, » reprit Bradley. Dink a recopié le schéma sur un livre et ils l'ont fait avec des boîtes de conserve, des filtres à café et diverses pièces piquées dans des bagnoles. Et ça marche. On l'a caché au fond d'une cour. En 1978, l'échelle de pollution allait de 1 à 20. Tu comprends ? Oui, bien sûr, dit Richards. Et quand le degré de pollution atteignait 12, les usines et les autres trucs polluants devaient s'arrêter jusqu'à ce que ça s'améliore. C'était une loi fédérale. Et en 1987, le nouveau Congrès l'a annulé. La silhouette allongée sur le lit se redressa sur ses coudes. « Tu connais sûrement un tas de gens qui ont de l'asthme ?»« Oui, bien sûr, » dit Richards. « Moi aussi, j'en ai un peu. Ça vient de l'air, c'est bien connu. Tout le monde sait qu'il vaut mieux ne pas sortir par temps chaud et couvert, quand il n'y a pas de vent. »« Oui, c'est l'inversion thermique, » dit Bradley gravement. « Ça arrive surtout en août et en septembre, quand l'air est épais comme du sirop, » reprit Richards. « Plein de gens ont de l'asthme à cause de ça, mais le cancer des poumons... »« Ce dont tu parles, c'est pas vraiment de l'asthme, » le coupa Bradley. « Ça s'appelle de l'emphysème. »« Emphysème ?» Richards retourna le mot dans son esprit. Il était vaguement familier, mais son sens lui échappait. « C'est les tissus des poumons qui deviennent tout gonflés, » lui expliqua Bradley. « On a beau respirer, mais on n'a jamais assez d'air. Tu connais des gens qui ont ça ?»« Oh oui, il en connaissait. Beaucoup en mouraient même. »« Et ça, ils n'en parlent jamais, » dit Bradley, comme s'il avait lu les pensées de Richards.
Ces temps-ci, le degré de pollution est de 20 à Boston, et encore, les bons jours. C'est comme si on fumait 4 paquets par jour, rien qu'en respirant. Les mauvais jours, il peut atteindre 42. Plein de vieux n'y résistent pas. Sur les certificats de décès, il marque asthme, mais c'est à cause de l'air. Les cheminées des usines vomissent cette saloperie jour et nuit, et les patrons n'y font rien. Au contraire, ça leur plaît. D'ailleurs, ces filtres à 200 $, c'est de la merde. Juste 2 petites grilles avec un bout de coton mentholé au milieu. Totalement inefficace. Les filtres sérieux sont fabriqués par General Atomics, mais seuls les riches peuvent se les payer. Ils nous ont donné le Libertel pour que le peuple crève tranquillement, sans faire d'histoire. Tu me crois, hein? Et le prix minimum d'un bon filtre, c'est 6 000 $. Des nouveaux, hein? En m'aidant de ce bouquin, j'en ai fabriqué un pour Stacey. Il nous est revenu à 10 $. Avec une pile atomique, pas plus grosse qu'une tête d'allumette. On l'a prise dans une prothèse auditive, à acheter 7 $ dans une solderie. C'est pas mal, hein? Richards était trop stupéfait pour dire un seul mot. Quand Cassie va mourir, reprit Bradley, tu crois qu'ils marqueront cancer sur le certificat de décès? Bah non, ils mettront asthme, parce que ça pourrait faire peur aux gens. Quelqu'un pourrait se procurer une carte pour la bibliothèque et découvrir que le cancer du poumon a augmenté de 700% depuis 2015. Mais c'est vrai tout ce que tu me racontes? Demanda Richards. Ou bien c'est des trucs que t'imagines? Non, c'est vrai, je l'ai lu dans un livre de médecine, répondit Bradley. Ils font tout pour nous tuer, mon vieux. Le Libertel nous tue. Pendant qu'on regarde leur tour de passe-passe, on est aveugle au reste. Et après un silence, il ajouta rêveusement. Il m'arrive de penser que je pourrais faire sauter tout le système si on me donnait 10 minutes de temps de parole au Libertel, pour leur expliquer, leur montrer ce qui se passe vraiment. Tout le monde pourrait avoir un filtre si le réseau le voulait. Ouais, et je les aide, dit Richards en hochant tristement la tête. Oh, c'est pas de ta faute, dit Bradley. Toi, tu luttes pour ta peau. Richards revit soudain les visages de Killian et de Arthur Burns. Il aurait voulu les tuer, les écraser, leur marcher dessus. Mieux, leur arracher leur filtre nasal et les lâcher dans la rue. Les gens sont en rogne, reprit Bradley. Depuis au moins 30 ans, ils haïssent le réseau. Il ne faudrait pas grand-chose pour qu'ils passent à l'action. Un rien suffirait, quelques mots, une vraie raison. Bradley le répétait encore lorsque Richards s'endormit. Compte à rebours 62. Richards resta toute la journée dans l'appartement pendant que Bradley s'occupait de l'achat de la voiture et se mettait d'accord avec le copain qui devait amener celle-ci à Manchester. Il revint à 6 heures avec Stacey et alluma aussitôt le Libertel. « Tout est réglé, dit-il. On part ce soir. »« Mais t'allumes ça tout de suite ?» demanda Richards. Bradley eut un sourire sans joie. « Tu ne veux pas te voir sur l'écran ?» Richards s'aperçut qu'il en mourait d'envie. Lorsque la pub fit place au générique de la grande track, il se pencha en avant, les yeux rivés à l'écran. Debout sur un podium, vivement éclairé, au milieu d'une mer de ténèbres, Bobby Thompson fit face à la caméra. « Regardez bien, commença-t-il. Voici un des loups qui sont lâchés parmi vous. » Un gros plan du visage de Richards apparut sur l'écran. Au bout d'un moment, il fut remplacé par une seconde photo de Richards sous l'aspect de John Griffin Springer, fondu enchaîné sur Thompson. « Aujourd'hui, dit-il d'une voix sépulcrale, je m'adresse tout particulièrement aux habitants de Boston. Hier soir, 5 policiers ont connu une mort atroce, brûlés vifs dans le sous-sol du IMCA de Boston, où ce loup sanguinaire leur avait tendu un piège. Et où est-il maintenant? Et sous quel déguisement? Regardez, regardez-le. » L'image de Thompson fit place au premier des 2 clips que Richards avait tournés dans la matinée. Stacey était allé les poster à l'autre bout de la ville. Richards avait recouvert la fenêtre et les meubles de drap et avait demandé à la vieille femme de tenir la caméra. « Vous tous qui me regardez, disait lentement l'image de Richards, pas les technicos ni les Richards qui habitent les duplex, ces salopards je ne leur parle pas. Mais vous, les gens des lotissements et des HLM, vous les motards, vous les chômeurs, vous les gosses qui se font arrêter pour de la cam qu'ils n'ont même pas de quoi acheter et pour des crimes qu'ils n'ont même pas commis, parce que le réseau veut vous empêcher de vous réunir et de parler. À vous tous, je veux vous parler d'une monstrueuse conspiration pour vous priver du souffle même de la... » Et la bande-son se fondit en une succession de gargouillis et de sifflements, comme si elle défilait en accéléré, puis fut coupée.
Richards continuait à bouger les lèvres, mais aucun son ne sortait de sa bouche. La voix de Thompson prit la relève. « Nous avons apparemment des problèmes avec le son, mais nous avons suffisamment entendu ce maniaque meurtrier pour savoir à qui nous avons affaire, n'est-ce pas ?»« Oui, rugit le public. »« Et que faut-il faire si vous le voyez dans votre rue ?»« Le dénoncer !»« Et lorsque nous aurons mis la main sur lui ?»« Le tuer !» Richards tapa rageusement des poings sur les accoudoirs du vieux fauteuil où il était assis dans le living-cuisine du petit appartement. « Les salauds !» dit-il avec découragement. « Tu croyais qu'ils allaient diffuser ça ?» dit Bradley sur un ton moqueur. « Je suis surpris qu'ils t'en aient laissé dire autant, même. »« Les salauds !» se contenta de répéter Richards. Le premier clip céda la place au second. Cette fois, Richards avait demandé aux spectateurs de prendre les bibliothèques d'assaut ou d'exiger des cartes et de découvrir la vérité. Il leur avait lu une liste de livres traitant de la pollution de l'air et de l'eau que Bradley lui avait donnée. Sur l'écran, Richards ouvrit la bouche et commença à parler, mais les mots n'étaient pas ceux que formaient ses lèvres. « Allez tous vous faire foutre !» criait-il. « À mort les flics ! À mort la commission des jeux ! Si je vois un flic, son compte est bon, je vais tous les... » Et cela continuait sur le même ton. Richards avait envie de se boucher les oreilles et de s'enfuir. C'était soit une doublure, soit une voix synthétique, impossible à dire. Le clip terminé, l'écran se divisa en deux. À gauche, un gros plan de Richards, à droite, Thompson. « Vous voyez cet homme, dit ce dernier. Il est prêt à tuer. Il est prêt à mobiliser une armée de mécontents pour une orgie de destruction, de meurtre, de viol, d'attaque contre les institutions. Il est prêt à mentir, à tromper et à tuer. Tout cela, il l'a déjà fait. » Thompson prit un ton de prédicateur habité d'une vertueuse colère. « Benjamin Richards, nous regardez-vous en ce moment? Vous avez touché le prix du sang, $100 par heure, et il y a exactement 54 heures que vous fuyez, plus $500, 100 pour chacun de ces hommes. » Les visages de 5 jeunes officiers défilèrent sur l'écran, des visages lisses, ardents et en même temps terriblement vulnérables. Un clairon se mit à jouer en sourdine. « Et maintenant, » la voix de Thompson se brisa, « voici leur famille. » Des photos de femmes jeunes et apparemment heureuses, d'enfants fixant l'objectif avec des sourires forcés, beaucoup d'enfants. Richards sentit le dégoût et la nausée l'envahir. Il baissa la tête et se mordit le poing. La main chaude et musclée de Bradley lui serra l'épaule. « Allons, mon vieux, allons. Tout ça, c'est du chiquet. C'était sûrement une bande de vieux boucs desséchés. »« Oh, tais-toi, dit Richards. Pour l'amour du ciel, tais-toi. »« $500, répétait la voix de Thompson, lourde de haine et de mépris. Le visage de Richards emplit de nouveau l'écran, vide de toute émotion, mais son regard habilement retouché paraissait dur et sanguinaire. « 5 policiers, leurs 5 épouses et leurs 19 enfants, continuait Thompson. Cela représente à peu près $17.25 pour chacun des morts et de ces survivants désespérés qui portent le deuil de leur chef de famille. Vous travaillez pour pas cher, Ben Richards. Même Judas a touché 30 deniers d'argent, mais vous vous contentez de moins. En ce moment même, quelque part, une maman explique à son petit garçon que papa ne reviendra plus jamais, parce qu'un homme désespéré et avide... « Assassin !» cria une femme dans le public. « Horrible et lâche assassin ! Dieu vous punira ! Tuez-le !»« Tuez-le !» reprit le public en chœur. « Regardez le meurtrier !» reprit Thompson. « Il a touché le prix du sang, mais l'homme qui vit par la violence périra par la violence. Unissons-nous tous pour abattre Ben Richards. » Sa voix montait vers l'aigu dans un paroxysme de haine et de peur. Le public, s'il le voyait, ne le dénoncerait pas, il le lyncherait sur place. Bradley éteignit le libertel et lui fit face. « Voilà contre quoi tu luttes, mon gars. Qu'est-ce que t'en dis ?»« J'arriverai peut-être à les tuer, dit Richards d'une voix étonnamment calme. Peut-être, avant la fin, je monterai au 90e étage du building des jeux pour dénicher l'ordure qui a écrit ça. Si je le peux, je les tuerai tous. »« Oh, arrête !» s'écria soudain Stacey. « Ne parle plus de ça, tais-toi !» Dans la pièce du fond, Cassie dormait de son sommeil drogué en attendant la mort. Compte à rebours 61. Bradley n'avait pas osé percer des trous dans le coffre. Il s'était contenté de décoller un peu le joint. Richards se roula en boule, cherchant la meilleure position pour profiter au maximum du faible courant d'air.
Bradley lui avait dit que le trajet durait au moins 1 heure et demie, avec 2 barrages de police, peut-être davantage. Avant de fermer le coffre, il lui avait donné un gros revolver. Il fouille entièrement une voiture sur 10 ou sur 12. Il y a donc de bonnes chances pour que ça se passe bien. Mais si on tombe sur le mauvais numéro, tu pourras au moins canarder du poulet. La voiture s'éleva légèrement sur son coussin d'air, puis démarra brutalement, projetant Richards contre la cloison. Après avoir longuement tangué dans les rues défoncées du centre, elle s'engagea dans une artère où il y avait beaucoup de circulation, s'arrêtant souvent à des feux rouges. Richards bougeait le moins possible, tenant le revolver avec précaution. Il se souvenait encore du choc qu'il avait ressenti en voyant Bradley arriver vêtu du costume de sa bande. Veston croisé, pantalon à revers, le tout aussi sobre et gris que les murs d'une banque. Sans oublier une chemise à fines rayures et une cravate marron. Il portait même un petit insigne de l'Association pour l'avancement des gens de couleur. Il était méconnaissable. « Quelle élégance !» lui avait dit Richards admirativement. « Ça te change du blouson de motard !»« Dieu soit loué !» avait commenté sa mère. « Oh, je pensais bien que ça te plairait, mon cher !» avait dit Bradley. « Je suis directeur régional de Raygon Chemicals, tu sais. Les affaires marchent à Boston, c'est une ville super sympa. » Stacey avait pouffé de rire. « Oh, la ferme, petit négro !» avait répliqué son grand frère. « Sans ça, je te fais chier dans tes godasses et je t'oblige à le bouffer. »« Mais t'es trop rigolo comme ça !» avait rétorqué Stacey, nullement intimidé. « Je peux pas m'en empêcher. » La voiture s'engageait sur une rampe montant en spirale. La 495 ou une de ses voies d'accès. Richards avait déjà des fourmis dans les jambes, mais c'était sans importance. Une voiture sur 10 ou 12, il y a de bonnes chances pour que ça se passe bien. La voiture s'éleva un peu plus et commença à accélérer. Elle avait à peine pris de la vitesse lorsqu'elle ralentit brusquement. Une voix, terriblement proche, répétait avec une régularité monotone. « Ralentissez et gagnez la voie de droite, préparez vos papiers. Ralentissez et gagnez... » Ça y est, ça commençait. Peut-être fouillait-il maintenant un véhicule sur 8, sur 6, ou bien tous. La voiture s'immobilisa complètement. Richards agrippa le revolver. Dans le noir, ses yeux bougeaient en tous sens, comme des rats cherchant à sortir d'un piège. Compte à rebours, 60. « Descendez, s'il vous plaît, » dit une voix mécanique et autoritaire. « Permis de conduire et papier de la voiture. » Une portière s'ouvrit. Le moteur ronronnait doucement, maintenant la voiture à quelques centimètres au-dessus du sol. « Directeur régional de Raygon Chemicals ?» Ça, c'était Bradley qui faisait son petit numéro. Pourvu qu'il puisse prouver ce qu'il raconte, pourvu que Raygon Chemicals existe vraiment. La portière arrière s'ouvrit. Quelqu'un se mit à fouiller sous les sièges. Richards avait l'impression que le flic ou le garde fédéral allait passer la main dans le coffre. La portière claqua. Des pas contournèrent la voiture. Richards humecta ses lèvres et serra le pistolet plus fort. Il avait des visions de cadavres de policiers. Visage angélique sur des corps porcins grotesquement déformés. Il se demanda si le flic ouvrirait le feu avec sa mitraillette dès qu'il le verrait dans le coffre. Il se demanda si Bradley essaierait de s'enfuir. Il allait pisser dans son pantalon. Il ne s'était pas mouillé depuis qu'il était tout gosse, quand son frère le chatouillait jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se retenir. Oui, il tirerait juste au-dessus du nez du flic, projetant un jet de sang et de cervelle vers le ciel. Quelques orphelins de plus. Le petit Jésus même, je le sais, ma vessie me le dit. Seigneur Dieu, qu'est-ce qu'il fabrique? Sheila, je t'aime tant, que pourras-tu faire avec 6 000 $? Tu les claqueras sans doute en un an, s'ils ne te tuent pas avant pour te les piquer. Et après, de nouveau la rue, en balançant des hanches. Eh monsieur, je suis très propre. Dis, tu veux que je te montre? Au passage, une main tapota le coffre. Richards se fit violence pour ne pas crier. La poussière lui chatouillait le nez et la gorge. En biologie, pendant qu'il gravait ses initiales et celles de Sheila sur la table, l'éternuement est dû à l'action d'un muscle involontaire. Et même si j'éternue, je pourrais toujours tirer, à bout portant, pas besoin de viser. « Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre ?» dit la voix du flic. La voix de Bradley, enjouée et un peu lassée, répondit. « Un vieux cylindre de rechange. La clé est sur le tableau de bord. Attendez, je vais... »« Oh, si je la voulais, je vous la demanderais, » dit le flic. L'autre portière arrière s'ouvrit et se referma. « Vous pouvez repartir. »« Merci et bonne chance, » dit Bradley. « J'espère que vous l'attraperez. »« Allez, allez, dépêchez-vous !» Les cylindres remontèrent le châssis et la voiture accéléra. Elle ralentit une autre fois, mais reprit aussitôt de la vitesse. Richard se laissait balloter.
Son souffle était court, mais il n'avait plus envie d'éternuer. Compte à rebours, 59. Il avait l'impression que le trajet durait beaucoup plus longtemps qu'1 heure et demie. Ils furent arrêtés à 2 autres reprises. La première pour une simple vérification des papiers, et la seconde par un flic à l'accent traînant qui avait apparemment envie de bavarder. Il expliqua à Bradley que ces putains de motards rouges aidaient sûrement Richards et l'autre type, Loglin. Loglin n'avait encore tué personne, mais on racontait qu'il avait violé une femme à Topeka. Après, il n'y eut plus que le sifflement monotone du vent et les craquements de ses membres ankylosés. Sans s'endormir tout à fait, Richards sombra dans une torpeur hébétée. Heureusement qu'avec les moteurs à air comprimé, il n'y avait plus d'oxyde de carbone. Des siècles après le dernier barrage, la voiture ralentit et s'engagea sur une rampe de sortie qui n'en finissait pas de tourner. Richards était à 2 doigts de vomir. C'était la première fois de sa vie qu'il souffrait du mal des transports. Encore des tournants, sans doute un échangeur, et ils accélérèrent de nouveau. 5 minutes plus tard, les bruits de la ville les entourèrent. Richards essaya plusieurs fois de changer de position, mais cela ne servait à rien. Son bras droit, coincé sous lui, était insensible depuis au moins 1 heure. Un vrai morceau de bois, froid au toucher. Ils tournèrent à droite, puis de nouveau à droite, et la voiture descendit une rampe en forte pente. Le cœur de Richards se décrocha. À en juger par l'écho du moteur, ils étaient dans un parking souterrain. Un soupir de soulagement lui échappa. « Votre ticket, monsieur, dit une voix. Rampe numéro 5. Merci, fit la voix de Bradley. La voiture monta une autre rampe, marqua un arrêt, tourna à droite, à gauche, puis s'arrêta, et le moteur fut coupé. Fin du voyage. Un instant de silence presque total. La portière qui s'ouvre et qui se referme. Des pas, ce ne pouvait être que Bradley, qui contourne la voiture, et le bruit de la clé dans la serrure du coffre. « Tu es là, Ben » demanda Bradley. « Non, je suis descendu au dernier contrôle, » croassa Richards, avec ce qui lui restait de voix. « Attends un instant, » reprit Bradley. « Personne en vue. Ta voiture est garée juste à côté, sur la droite. Tu pourras sortir en vitesse ?»« J'essaierai. »« Ah, fais ton possible. Allez, on y va. » La porte du coffre s'ouvrit, laissant entrer la lumière blafarde du parking. Richards se souleva sur un bras et passa une jambe à l'extérieur. Impossible d'en faire davantage. Ses muscles ne lui obéissaient plus. Bradley le prit sous les bras et le tira dehors, puis le soutint jusqu'à la voiture, une Wint verte, pas mal cabossée. Il ouvrit la portière côté conducteur et le poussa sur le siège. Un moment plus tard, il s'installa à côté de lui. « Eh bien, dit-il dans un soupir, on y est arrivé, mon vieux. Oui, on y est arrivé. »« Ouais, fit Richards, et ils me doivent $200 de plus. » Dans la pénombre de la voiture, on ne voyait guère que l'extrémité incandescente de leurs cigarettes, brillant comme des petits yeux. Ils fumèrent en silence. Compte à rebours, 58. On y a presque eu droit au dernier barrage, disait Bradley, tandis que Richards se massait les bras pour rétablir la circulation. Le cogne a bien failli ouvrir le coffre. Comme Richards ne répondait pas, il lui demanda « Comment te sens-tu » ? « Un peu mieux, répondit Richards. « Tu peux sortir le portefeuille de ma poche, je peux pas lever le bras assez haut. » Bradley eut un geste de dédain. « Oh, plus tard, je vais t'expliquer ce que Rich et moi avons combiné. » Richards alluma une nouvelle cigarette au mégot de la précédente. Des crampes fulgurantes traversaient tous ses membres, mais c'était bon signe, la vie revenait. « On t'a réservé une chambre à l'hôtel Winthrop House, dans la rue du même nom, » reprit Bradley. « Ça fait très chic, mais ça ne l'est pas du tout. Et tu t'appelles Hodgen Grassner. Tu t'en souviendras ?»« Oui, répondit Richards, mais on me reconnaîtra immédiatement. » Bradley se pencha et sortit de dessous le siège un carton beige soigneusement ficelé. Richards interrogea Bradley du regard. « Ouvre-le, dit Bradley. Il vit d'abord des lunettes à verre épais teintés de bleu, posées sur du tissu noir. Il les mit dans le vide-poche et déplia le vêtement. C'était une soutane. Au fond du carton, il y avait un rosaire, une Bible et une étoile violette. « Je vais me transformer en curé ?»« Tout juste, dit Bradley. Et je vais t'aider à te changer. Il y a une canne sur la banquette arrière. Tu n'es pas aveugle, mais presque. Tu te cognes souvent dans les meubles. Tu es à Manchester pour participer à une réunion du Conseil des Églises sur le thème de la drogue. »« Je vois, dit Richards, qui commença à déboutonner sa chemise. « Je garde mon pantalon sous ce truc ? »
Bradley éclata de rire. Compte à rebours 57. Bradley avait pris le volant. Tout en traversant la ville, il donnait d'ultimes directives à Richards. Ta valise est dans le coffre. Tu y trouveras une série d'étiquettes autocollantes. Dessus, il y a marqué « En cas de non-distribution, retournez à Brick Hill Manufacturing & Co. à Manchester ». C'est Rich et un autre copain qui les ont imprimés eux-mêmes. Au QG de la bande, on a une petite presse. Tous les jours, tu m'envoies tes 2 cassettes par express dans une boîte sur laquelle tu colleras une de ces étiquettes. Et moi, je les ferai suivre de Boston. Ils n'y verront que du feu. Bradley ralentit, cherchant une place. Il se gara à quelques mètres du Winthrop House. Je vais reconduire cette voiture au parking où on était. Ne sors pas de Manchester avec, à moins de changer de déguisement. Faut devenir un vrai caméléon, mon vieux. Combien de temps crois-tu que je serai en sécurité ici demanda Richards. Il était tellement épuisé qu'il avait du mal à penser rationnellement. Il s'en remettait entièrement à Bradley. Ta chambre est réservée pour 1 semaine, dit Bradley. Ça ira peut-être, mais c'est à toi de voir. Garde les yeux bien ouverts. Dans la valise, tu trouveras un nom et une adresse. C'est un gars de Portland, dans le Maine. Il te cachera un jour ou 2. Ça ne sera pas gratis, mais il ne te dénoncera pas. Maintenant, faut que je m'en aille. Le stationnement n'est limité qu'à 5 minutes. Et c'est le moment de passer à la caisse. Combien je te dois demanda Richards. 600. Bah, tu veux rire, ça ne couvre même pas les frais. Mais si, dit Bradley. Il reste même quelques dollars pour la famille. Allez, prends-en 1000. Mais non, garde ton fric, t'en auras besoin. Richards hocha la tête. Enfin, Bradley. Envoie-nous 1 million si tu tiens jusqu'au bout, dit Bradley. Comme ça, on serait casé pour la vie. Et tu crois que j'y arriverai demanda Richards. En guise de réponse, Bradley eut un sourire empreint de tristesse. Pourquoi fais-tu tout ça pour moi demanda Richards. Je comprends que tu m'aies caché, j'en aurais fait autant, mais tu as dû forcer la main aux gars de ta bande. Ils étaient d'accord, dit Bradley. Ils connaissent la règle du jeu. Quelle règle demanda Richards. Si on se serre pas les coudes, on est foutu, répondit Bradley. C'est pas la peine d'attendre que l'air pollué nous tue, autant ouvrir tout de suite le gaz et fermer les fenêtres. Mais ils vont finir par te tuer, dit Richards. Il se trouvera bien quelqu'un pour te dénoncer, et tu te retrouveras les tripes à l'air dans un sous-sol, ou bien Stacey ou ta mère. Les yeux de Bradley lancèrent des éclairs. Bientôt, ça ira mal pour ces larves au ventre bourré de roast-beef, dit Bradley. Leur fin est proche, j'ai vu du sang dans la lune, des fusils et des torches, un mort qui marche et qui parle. Mais ça fait 2000 ans que les gens voient des choses dans ce genre, le coupa Richards. Un signal sonore annonça la fin des 5 minutes. Richards chercha à tâtons la poignée de la portière. Merci, ajouta-t-il. Je ne trouve pas d'autres mots, mais. Allez, dépêche-toi, avant qu'il me file une contredanse, le coupa Bradley. Une puissante main brune agrippa un instant sa soutane. Et quand ils te pinceront, ne pars pas seul. Richards descendit maladroitement et alla ouvrir le coffre. Il en sortit une valise en plastique noir. Bradley lui tendit une canne en faux bambou et démarra sans ajouter un mot. Richards regarda la voiture s'éloigner. Il vacillait légèrement. Cela, il n'avait pas besoin de le feindre, et s'efforçait de prendre un regard de myope. En voyant les feux arrière disparaître au coin de la rue, il ressentit du soulagement. Pas pour lui, mais pour Bradley. Comme il doit être heureux d'être enfin débarrassé de moi. En montant le perron de l'hôtel, Richards buta contre la première marche. Le portier se précipita pour l'aider.